arrête. C'est pas des vrais chips, c'est un jeu. Mais non, c'est des vrais chips. Ah ouais. Ah, je me disais aussi. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Alex. Salut, salut. Cette vidéo elle va être très costaud parce qu'il y a alors beaucoup de jeux. Ça va durer à mon avis peut-être un petit peu plus qu'une heure. Donc si vous n'avez pas forcément du temps dans l'immédiat, rappelez-vous qu'il y a un timecode en bas, un watch code pour aller timer le code et watcher le time. J'espère que vous m'avez suivi. C'est bien comme ça qu'on dit, Alex? Tout à fait. Très bien. Vous regardez la liste, s'il y a des jeux qui vous intéressent, vous pouvez cliquer dessus pour les regarder. Sinon, si vous avez le temps, c'est parti, ça commence tout de suite avec Age of Civilization. Age of Civilization, c'est un jeu de gestion de civilisation ultra minimaliste, comme vous le voyez, avec une toute petite boîte pleine de matériel, l'air de rien. Ils ont rangé ça sur 2 étages à l'intérieur, c'est très malin. Un jeu donc de Geoffrey CCH, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi j'aime bien le Geoffrey CCH, pour 1 à 4 personnes, parce que oui, il y a un mode solo, soit les classiques modes solo où on va faire le plus de points possible et on compare à une grille, soit un mode scénarisé, donc très complet au final. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors bon, le dos, à part le matériel, va pas vous dire grand chose, mais je vais vous expliquer tout ça. Eh bien c'est très simple, on va faire 6 manches. À chacune des manches, on aura droit à un certain nombre d'actions. Ce sont des lieux dans lesquels on pourra se poser. C'est de la pose d'ouvrier à ce niveau-là. Il y a 4 actions qui sont fixes, qui sont exactement les mêmes à chaque manche. Et ensuite, les autres actions, elles sont tirées dans un ordre aléatoire. On va faire une frise avec. Et vous aurez accès à la manche 1 aux 4 premières actions. Donc les actions 1 à 4 de la frise. À la manche 2, vous aurez accès aux actions 2 à 5. Puis à la manche 3, 3 à 6, etc. etc. Donc les actions vont évoluer. Certaines actions vont disparaître, d'autres vont apparaître. Parmi ces actions-là, il y a la peste qui va vous embêter, qui en plus, on ne peut pas se poser sur la peste, on ne peut pas la déclencher, donc vous offre moins d'opportunités. Donc c'est un jeu qui va être vivant, qui va bien se renouveler. Et en plus de ça, à chaque manche, on va pouvoir choisir une nouvelle civilisation. Parmi un large choix de civilisations, je ne sais plus combien il y en a une quarantaine avec toutes leurs spécificités. Alors c'est très simple, à la première manche, je choisis ma première civilisation. Elles ont tous 2 bonus en gros sur la carte. Un bonus écrit en haut et un petit bonus en bas. Le bonus en haut, c'est celui que vous avez en cours si vous êtes avec cette civilisation-là. Et puis en bas, ça va être lorsque vous allez choisir une nouvelle civilisation, parce que celle-ci va en gros passer en déclin, mais vous profiterez toujours de son petit bonus en bas. Ou inversement, vous pouvez choisir d'annexer de nouvelles civilisations et vous allez les mettre sous votre carte, vous allez garder votre bonus actuel, mais profiter du bonus en bas de la civilisation que vous avez rajouté. J'espère que vous me suivez. En tout cas, ça offre une profondeur de jeu qui est monstrueuse pour un petit jeu minimaliste avec des parties de, alors ils disent une demi-heure, oui, une demi-heure, 40 minutes selon le nombre de joueurs, avec pas mal de petits jetons de ressources, avec beaucoup de cartes, des événements, bref, ultra complet. C'est Age of Civilization. Dans un style toujours minimaliste, mais alors dans un style de jeu complètement différent, Splitter est arrivé à la boutique. Splitter, je l'avais découvert avec Jeff, coucou Jeff, à Cannes. On avait eu le temps de faire une petite partie et tout de suite on avait été convaincus. Moi j'ai adoré. Je l'adore pour son côté minimaliste mais ultra efficace tout de suite. Vous allez voir, les règles sont très simples. C'est un jeu donc de cases à cocher. On a chacun notre petite fiche comme ceci. On va jeter les dés. Hop là. Ça fait 1 et 2, c'est très simple, chacun sur notre fiche. On va aller placer un 1 et un 2 à droite et à gauche. Vous voyez, il y a une sorte de petit effet de miroir. Par contre, comme c'est un effet miroir, il faudra que ça soit symétrique. Donc en fait, si je mets mon 2 ici, admettons, je vais devoir mettre mon 1 ici, ou inversement. Pourquoi faire? Pour faire des zones. On va regarder, une fois que votre grille sera complète, pour chacune des valeurs, les zones que vous aurez faites. Et chaque zone va vous faire gagner la valeur de la zone. C'est quoi une zone? Une zone de 1, c'est un 1 qui est tout seul, qui n'est pas connecté à un autre 1. Ça vous fait gagner 1 point. Une zone de 2, c'est 2 2 qui sont ensemble, qui ne sont pas connectés avec d'autres 2, ça vous fera gagner 2 points. 3 3, 3 3 collés ensemble, pas collés avec d'autres 3, et ça vous fera gagner 3 points. Et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Alors il y a des petits trucs sympas, c'est que vous avez les étoiles qui vont multiplier par 2 la valeur, bien sûr la valeur si vous la validez. La partie, ça va littéralement durer 5 minutes. Les règles, vous les expliquez en 2 minutes. Enfin là, normalement, vous avez compris ce que je vous ai raconté. J'ai besoin de très peu illustrer.
on obtient un score très rapidement et tout de suite on a envie de faire une deuxième partie. Et voilà, et vraiment la force de Splitter, ça va être son petit format qu'on emmène partout et le fait qu'on puisse le sortir dès qu'on veut. C'est un jeu de Stéphane Nicolic qui est donné de, ils disent quoi, de 1 bis à 12 joueurs. Oui, ok, bizarre, pourquoi pas. De toute façon, c'est un roll and write, donc je vais dire, à partir du moment où vous avez assez de petits crayons à papier ou crayons de couleur ou tout ce que vous voulez qui peut écrire et que vous avez assez de fiches, virtuellement, vous pouvez jouer à autant de joueurs. D'ailleurs, j'avoue qu'il y a 2 blocs de score, non? Oui, il y a 2 blocs de score. Je n'en ai pas parlé, mais vous avez que ce bloc de score aussi qui rajoute les petits cœurs. Ça fait quoi, Alex, les petits cœurs? Oh là. Eh ben moi non plus, je ne sais pas parce que j'ai pas lu la règle avec les petits cœurs. Voilà, on vous laissera le découvrir. C'est pas mal aussi comme ça. Je crois que c'est moi, hein. Oui, tout à fait, pardon. Oh, tu es là. Et coucou. Moi, je suis là pour vous présenter une nouveauté de chez Matago. Et je fais un peu de la concurrence aux jeux de société avec ma petite Game Boy, voilà. Non, en vrai, c'est pas une vraie Game Boy, hein, vous avez vu? C'est pas une vraie, hein, promis. Ah, d'accord, okay. Et oui, ouais. Bon, bref. Level 10 de chez Matago, donc, ça se joue à partir de 1, hein, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Hein. Et jusqu'à 5 joueurs, 20 minutes de jeu et à partir de 8 ans. Alors, 20 minutes, on était à 2 avec David, on a joué plutôt 10 minutes et on a gagné. Alors, qu'est-ce que c'est que Level 10? Eh bien, c'est un jeu coopératif qui va faire un peu penser à un The Game, dans le sens où vous allez devoir placer toutes vos cartes chiffres dans tous les mondes correspondants. Donc oui, on est dans un univers pixel art de vieux jeux de société, vieux jeux vidéo, oui. Le petit lapsus. On va faire traverser les 5 niveaux à notre petit personnage qui s'appelle Easy. Donc voilà, on va avoir les niveaux qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo, donc le niveau de la lave, dans les nuages, dans le désert, dans la forêt, et celui qu'on déteste là-bas, poison et autres morts. Voilà, donc ça prend quand même un peu de place, hein, parce que là déjà il faut faire 5 lignes. Voilà, c'est des lignes. Et après, on va faire... Non, c'est des colonnes, ça. Oui, ça, c'est des colonnes. Mais après, c'est pour que tu avances en ligne. Oui, voilà. Donc, 5 colonnes. Et après, on va faire des lignes qui, si vous y arrivez, vont jusqu'à 10 en vrai. Oui. Voilà. Alors, comment ça va se jouer? Eh bien, chacun va avoir pioché des cartes aléatoirement, donc ça dépend du nombre de joueurs. Hein, voilà, là j'en ai pris 7, je crois que c'est quand on joue à 2, parce que c'était ma composition avec David. Et chacun notre tour, on va devoir poser une carte dans un des mondes. Donc tous les mondes, normalement, commencent à 0. Et vous allez devoir poser une carte, forcément, qui soit ici, au-dessus de 0. Vous n'êtes pas obligé de jouer strictement au-dessus. Mais il vaut mieux, un peu comme The Game, si vous sautez plein de valeurs, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez toujours poser un chiffre forcément supérieur. Donc déjà, on va commencer. Et là, c'est à communication limitée, comme The Game. Et je vais juste pouvoir dire dans quel monde j'aimerais bien jouer. Ou quel monde les gens il faut pas trop qu'ils touchent. Mais vous avez rien le droit de dire sur vos chiffres. Donc moi souvent je triche parce que je suis genre ouais là je peux vachement bien dans le rouge. Ou non moyen. Bon on devine que voilà quoi. Mais par exemple je vais dire ok. Alors moi je commence parce que je suis bien. Voilà je mets un 1 rouge. C'est bien. Je fais 0, 1, nickel. Je repioche toujours. Et ça va être au prochain joueur. Il ne peut pas continuer une ligne. On doit toujours finir une colonne entière avant de continuer la ligne. Donc ça veut dire que tant qu'on n'aura pas tous fait, alors évidemment on ne peut jouer que les couleurs dans les couleurs, hein, je vais pas mettre un violet dans le bleu, hein, voilà. Hop, on va faire ça. Voilà, une fois qu'on aura tous réussi à remplir la ligne, là on pourra continuer à avancer. Mais voilà, au fur et à mesure, du coup, on est bloqué. Il y a des fois où on se dit « Ah ouais, mais là, j'ai trop bien, j'ai le 4. » Oui, mais tu peux pas le jouer. Il faut d'abord que tu joues dans le vert pour pouvoir compléter, etc., etc. Comme dans The Game ou tout autre jeu un peu comme ça, limité, et où il faut faire des suites. Si vous pouvez pas jouer à votre tour, on a tous perdu. Voilà, fin, game over. Maintenant, les grands twists qui sont très cool, c'est que vous allez avoir des cartes ici, pause. Il y en a 3 possibles, c'est les modes noob en fait. Quand vous êtes des noobs, des trop nuls, et vous pouvez les mélanger les 3 dans votre paquet de pioche. C'est un peu des jokers. Et plus vous voulez jouer difficilement, et plus vous allez enlever des pauses qui seront disponibles pendant la partie. Les pauses, à quoi ça sert? C'est un peu des jokers quand à votre tour, vous avez que des chiffres tout pourris, par exemple, vous êtes à 0 ici. Le seul vert que vous avez dans votre main, c'est le 8, c'est le chiffre maximum. Mais que c'est votre tour et que vous êtes obligé de jouer, parce que sinon vous perdez tous, eh bien vous avez un pause. Ah, ça tombe bien. Vous le mettez, c'est bon, ça complète la colonne. C'est bon, vous n'avez pas pourri le truc, et du coup ça met, ça complète la colonne, et ça fait, pour la suite, ça fait comme un égal, c'est pour ça qu'il y a une sorte de égal, à la valeur qui était juste avant. Donc maintenant, là je pourrais poser, ça valait toujours un 0. Voilà, si je l'avais posé à côté d'un 4, ce pose vaudrait 4.
Voilà. Donc c'est des petits jokers à utiliser avec parcimonie, parce qu'à la fin de la partie, enfin si vous arrivez à tenir jusque là, quand vous n'avez plus rien à piocher, à chaque fois que vous jouerez une pause dans un monde, vous aurez le droit de vous défausser dans votre main d'une carte de la même couleur que là où vous l'avez joué. Imaginons, c'est la fin de la partie, je pose mon pose ici, j'ai le droit de me défausser d'une carte bleue puisque je l'ai joué dans un monde bleu. Ça me permet de me défausser alors que je sais que c'est bon, c'est bloqué ce chiffre là, j'arriverai pas à le poser, etc. etc. Enfin, vous voyez, il y a des zéros ici, ils sont un peu spéciaux et en plus il y a 2 cartes zéros qu'on met au début, c'est les réinitialisations. Vous avez le droit à votre tour, soit de jouer une pause, soit de perdre si vous ne pouvez pas jouer, soit réinitialiser un monde. Et là on se met tous d'accord. Réinitialiser, donc là ce serait plutôt, hop, on va faire ça. Oui, non, ça c'était bien. Hop, voilà. J'aimerais réinitialiser le jaune parce que on était allé beaucoup trop loin dans la partie. Donc par exemple, on avait mis un chiffre vachement pas bien, c'est-à-dire un 5. Et là, je pouvais plus jouer après, c'est vraiment tout pourri. On peut se décider tous ensemble de mettre un 0. On réinitialise ce monde et donc on pourra repartir à 0. Et on a le droit de faire ça 2 fois par monde. Voilà, puisqu'il y a 2 cartes réinitialisation. Donc c'est assez tendu. On a gagné à 2 avec David parce qu'il y avait pas mal de contrôle. En vrai ça s'est joué à une carte, hein. Heureusement qu'on avait gardé des pauses à la fin, sinon c'était perdu à une carte près. Par contre après on a rejoué à 3 avec Fanny. On est mort assez vite et on a passé toutes nos pauses beaucoup trop tôt et à la fin, après non, en vrai on a perdu à 5 cartes près. C'était pas énorme non plus, mais on l'a senti parce que quand on posait, on n'avait plus nos pauses pour défausser nos dernières cartes. Donc les pauses sont très importantes et encore on était en mode noob quand on a perdu. Donc imaginez avec beaucoup moins de pauses. Voilà, moi Level 10 j'adore, hein. Pour moi c'est le nouveau The Game parce que c'est un The Game plus poussé et pourtant tout aussi accessible et avec un thème bon. Voilà, hein, quand vous aimez les jeux rétro c'est grave cool et puis je pense que même ceux qui n'aiment pas les jeux rétro, il a un style quand même très mignon, hein, les couleurs sont cool. Je laisse la main. Hello, coucou, Alors, pendant que Alice travaillait et expliquait le jeu, moi je suis parti sur mon téléphone en regardant des trucs sur Facebook. J'avais oublié que j'avais le micro sur moi, donc si vous avez entendu des ricanements bizarres, c'est moi. Voilà, coucou, désolé Alice. T'es nul. Toutefois, je m'en vais vous présenter Toucan Do It, un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling, illustré par Dominique Jufner. Il était déjà paru chez Ravensburger au milieu des années 2000 sous le nom de That's Life. Voilà, ouais, j'en ai profité aussi pour tricher et regarder sur mon téléphone. J'avais la version allemande Flexflick. Ça se prononce probablement pas du tout comme ça, mais oui, c'est bel et bien le même jeu. Bah, désormais, il s'appelle Toucan Do It chez Gigamic, un jeu très familial, très accessible à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs. Là, on a fait une disposition d'une partie en cours. En gros, il s'agit d'une sorte de course. Hein. Vous allez partir avec vos pions. Donc, admettons, je suis le joueur rouge. Au début, évidemment, mes pions sont tous sur le départ. Je vais traverser la piste qui va se rétrécir petit à petit, hein, donc le temps de jeu va s'accélérer au fur et à mesure, et jusqu'à la ligne d'arrivée. Une fois que tout le monde est arrivé, la partie se termine. Comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, hein. On joue chacun notre tour, je jette le dé, je vais avancer de 6 cases avec le pion de mon choix. Si, admettons, je prends lui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, très bien. Si je quitte une case où il y a encore quelqu'un dessus, il ne se passe rien. C'est bon, fin de mon tour. Par contre, si je quitte une case où eh bien, il n'y a plus personne, eh bien, je vais récupérer cette case, cette petite tuile. Des tuiles, il y en a plusieurs, il y en a des plutôt négatives, avec des valeurs négatives comme ceci. Ça va être des points négatifs. Je la mets devant moi, je commence ma pile. Et donc ensuite, on va, comme ceci, raccourcir le niveau. Si je quitte une tuile positive, je vais être content. Les tuiles positives, il y en a de 2 types. Il y a les points positifs, tout simplement. Donc là, bon, je sais que je reviendrai à 0, hop là. Et il y a les tuiles comme ceci, chance, qui vont annuler le négatif. Donc c'est bien, si j'ai ça dans ma pile, je me souviens que désormais je suis à 4 points. Et bien sûr, ça va aussi, hop là, rapetisser un petit peu la longueur du niveau. Il y a des tuiles spéciales qu'on ne récupère jamais. Ce sont les tuiles comme ceci. Celle-ci, quand on la quitte, on va faire son effet. Lorsqu'elle est sur la phase cadeau, je vais prendre la carte du dessus de ma pile. Si c'est une carte plutôt positive, je vais l'offrir au joueur qui est le plus en galère autour de la table. Alors, avec le dessus de sa pile en tant qu'estimation. Donc en fait peut-être que la personne en question a un dessus de pile tout pourri mais finalement s'en sort plutôt bien. C'est comme ça. Et inversement, si c'est une tuile plutôt négative, je vais la jouer, la donner au joueur qui a le dessus de tuile qui a l'air, enfin de pile qui a l'air le plus sympa possible. Une fois qu'on a fait ce pourvoir là,
on le retourne et ça devient le voleur. Lorsqu'il s'activera, je vais aller voler le dessus de la pile du joueur de mon choix. Évidemment, je vais plutôt aller voler des choses sympas et une fois que ça s'activera, ça retournera et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, quand tous vos pions arrivent tout au bout, vous attendez les autres joueurs, mais a priori le niveau est devenu tout petit et ils vont pas tarder à arriver et vous allez compter donc le total de vos points de votre pile. Donc Two Can Do It, comme je vous l'ai dit, c'est simple comme tout, un jeu vraiment familial, une bonne porte d'entrée, pourquoi pas vers le jeu de société moderne, bref. Un jeu comme on les aime. Tu avais lu la variante avec les gardiens? J'ai vu qu'il y avait une variante avancée, je l'ai lu en diagonale, je vous l'explique rapidement. On met donc des pions qui s'appellent des gardiens et qui donc en gros quand ils sont là et qu'on quitte la tuile ne s'active pas, mais on va pouvoir choisir de déplacer les gardiens pour essayer de protéger ou pas certaines tuiles pour que les autres joueurs puissent s'activer ou pas ou récupérer ou pas. Ouais, et je trouve, et tu fais bien de le dire Alex, que ça rend le jeu plus intéressant et si effectivement vous le voyez comme une porte d'entrée Two Can Do It, ça peut être un bon moyen de upgrader le jeu et le rendre plus intéressant ou même si justement vous êtes habitué à des jeux un peu plus costés à partir directement sur la version variante. C'est un Wolfgang Kramer et Michael Kisling, on vous le rappelle, malgré sa simplicité il y a toujours de la réflexion, il y a toujours de la profondeur de jeu, c'est un petit peu leur spécialité. Oui. Et on passe juste à côté avec À la croisée des chemins, toujours chez Gigamic, Dystopie. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs boîtes? Je sais pas trop. Un jeu de Diego Burgos et Margarita Pino, illustré par Dmitri Velichnevsky. Je pense que je l'ai bien dit. C'est un jeu un peu narratif avec du vote. C'est un jeu à partir de 12 ans et pour 3 à 5 personnes. Alors comment est-ce que ça fonctionne? À chaque partie, on va choisir une mise en place de départ, un setup, un background, en gros une histoire. Ici, oui, il y a des petites... c'est sympa ça, et puis des petites... j'ai aucun démo. Des capsules et des capsules aussi, je ne sais pas. Oui, voilà. Et on va choisir donc une dystopie de départ. Donc choisissez votre malheur, en gros, choisissez votre situation apocalyptico-catastrophique. Moi j'ai choisi très simple, j'ai choisi pour l'exemple le fait qu'il y a une attaque zombie et on s'est réfugié dans une prison. Ça vous dit donc lieu, prison de haute sécurité, ça vous raconte les zombies, comment ils sont arrivés, comment vous êtes retrouvés là. Population, 800 personnes. Et puis, il y a une question de départ. J'ai choisi celle-ci de cartes, mais des cartes, il y en a 10 dans la boîte. Il y en a des vraiment classiques, comme l'attaque de zombies, qui va vraiment parler à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai choisi pour la vidéo. Il y en a des beaucoup plus originales. Il y en a une que j'aime beaucoup, que je donne pour exemple quand je présente en boutique, ou quand j'ai présenté aux collègues. Il y en a une où on vous dit que en gros, les continents, en fait, c'est les dos de grosses bébêtes. Et elles se sont réveillées. Et donc nous, tout ce qu'on connaissait de notre civilisation, évidemment, ça n'existe plus du tout parce qu'on est des sortes de petits animaux qui vivent sur le dos de très grands animaux. Voilà. Et évidemment, il va y avoir plein de situations qui vont en découler. Donc revenons à notre prison et à nos zombies. On nous dit l'infection est incontrôlable. Le moindre contact avec un zombie mène à la mort, à la résurrection sous forme de zombie. Quelles mesures prendrez-vous si vous découvriez que quelqu'un présente des symptômes de contagion? Quelles mesures prendrions-nous? Eh bien, moi, en tant que joueur, je représente une faction. Donc j'ai des petits jetons à ma couleur, admettons le petit éclair, et chaque autre joueur autour de la table représente une faction. Et moi, je vais dire ce que ma faction on ferait s'il y avait ce cas de figure. Je vais répondre à la question. Puis la personne à ma gauche va répondre, puis la personne encore à sa gauche va y répondre, jusqu'à que tout le monde ait répondu. Ça c'est la mise en bouche, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas de phase de vote. On va un petit peu, en gros, se présenter notre façon de réfléchir. Puis, on va tirer des cartes comme ceci. Des cartes, il y en a plein, qui vont, en gros, nous poser une question sur ce qu'il pourrait arriver ou comment on va gérer tel ou tel élément de la colonie. Donc, par exemple, quels seraient vos plans d'évaluation en cas d'urgence? Comment gérer les déchets produits par la colonie? Quelles mesures prendre pour punir les infractions mineures? Comment mettre en place un système d'éducation, etc. À chaque fois, je vais répondre, la personne à ma gauche va répondre et ainsi de suite. Donc il y a un premier joueur qui va tourner grâce à ce magnifique jeton premier joueur décapsuleur que j'adore. On va donc tous répondre et là on va voter une fois que tout le monde a répondu à la question. On va prendre donc des petites choses dont je n'arrive pas à retrouver le nom. Une capsule. Ça c'est des capsules. C'est des opercules, non? Non. Opercule, ok, on a tous une théorie différente. Très bien. Vous allez prendre ce petit jeton et vous allez le mettre dans la faction correspondante. Donc je pense que la solution d'Alex est super bien. Hop là, je vote pour Alex. Évidemment, je vote pas pour moi-même, je vote pour la faction d'Alex, je vote pour la faction de quelqu'un d'autre. On va faire ça plusieurs fois. Donc en plus, ça va faire progresser l'histoire parce que s'il y a des zombies qui sont arrivés, qui sont rentrés ou
les questions sont plus neutres, mais admettons, on a des problèmes d'évacuation des déchets, peut-être qu'on rebondira dessus sur une autre question, et on va vraiment faire évoluer l'univers, et on va terminer avec une carte qui, elle, reprend l'univers dans lequel nous sommes. Et ça va être une sorte de carte de conclusion. Là, ça nous parle de la surpopulation et d'activités criminelles à l'intérieur de notre prison, alors que le danger vient de l'extérieur. Bah non, le danger vient de l'intérieur aussi. Et là, on va donc donner une ultime solution à ce problème, et vous allez voter avec votre capsule de votre faction pour la solution d'un autre joueur. Ça rapportera 2 points. Et ensuite, c'est très simple, on va ouvrir la boîte et on va compter les points, et vous savez qui a gagné. Alors, évidemment, ce genre de jeu à vote, c'est toujours intéressant d'essayer de gagner parce que ça vous force à faire de bonnes propositions, mais ce qui va être intéressant, c'est les idées qu'on va soulever, c'est aussi rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit les autres, pourquoi pas, ça va emmener le débat. Et il y a donc 10 setups, 10 dystopies de base. C'est entièrement rejouable parce que les cartes sur lesquelles vous allez tomber, ce ne seront pas les mêmes, les idées des joueurs autour de la table ne seront pas les mêmes, vous-même vous avez peut-être envie d'incarner une faction qui voit les choses sous un angle différent. Bref, on est à mi-chemin entre un jeu d'ambiance, un jeu narratif, plein de choses, c'est à la croisée des chemins, dystopie. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Et voici The Great Wall, la Grande Muraille. De base, la Grande Muraille, c'est un Kickstarter. J'avais vu déjà un petit peu le matos de Kickstarter, c'était vraiment oufissime ce qu'il y avait. Par contre, c'était pas tout à fait le même budget. Et ici, malheureusement, vous ne le voyez pas. Mais à l'intérieur, vous avez des petits meeples améliorés. Alors, ça ne valait pas exactement les figurines qu'on a dans Kickstarter, mais c'était pas tout à fait le même prix non plus. Là, on est sur un jeu plutôt de placement d'ouvriers. On est sur un jeu aussi un peu de gestion de ressources, mais surtout un peu de réalisation d'objectifs, parce qu'en fait, vous allez avoir un plateau sur lequel il y aura des cartes de murailles, ou du moins on va dire plutôt des cartes d'armées qui attaquent la muraille, et cette carte-là, en fait, il va falloir essayer de la vaincre, tout simplement, avec des unités que vous aurez récupérées durant la partie. Au début, vous en avez un petit peu, puis après, vous allez pouvoir en recruter. Mais ce qui est hyper cool, en fait, ce qu'il faut retenir dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, quand vous allez essayer de vaincre les assaillants de la muraille, vous allez essayer de placer vos unités, mais il y a différentes unités dessus. Les archers, par exemple, ils se placent sur une muraille que vous allez pouvoir construire. Plus vous construisez l'étape de la muraille, plus du coup, ça va permettre de gérer des emplacements efficaces pour les archers. Eux, du coup, feront des attaques à distance. Vous allez avoir des cavaliers qui prendront plus de place et du coup pourront permettre efficacement de réduire les unités ennemies. Et notamment, on aura les unités terrestres qui, elles aussi, serviront en cas de besoin. Ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'on peut se servir notamment d'unités pour aller récupérer plus de ressources, parce que je rappelle que c'est un jeu plutôt de placement d'ouvriers. Donc en fait, votre plateau, il est composé aussi d'endroits où vous allez pouvoir récupérer des ressources comme du bois, de l'or, du fer. Vous allez pouvoir également essayer de récupérer du chi et l'utiliser pour améliorer des unités. Parce qu'en fait, ce qui est hyper bien, c'est que vos unités, vous pouvez les mobiliser sur une action, sur un emplacement, on va dire, qui, lorsque vous l'améliorez, vous procure plus de bois, ou plus de pierres, ou plus d'or, quand vous en récupérez. Donc c'est permanent en fait de mobiliser les troupes non pas que pour le combat, mais aussi pour les ressources que vous allez générer en excédent. Et notamment vous allez pouvoir également jouer une sorte de leader qui aura une capacité spéciale, etc. à chacun des tours. Enfin bref, je peux pas trop... Là comme ça, il faut faire un peu preuve d'imagination. Malheureusement, il y a des vidéos qui sont très bien fichues pour voir le jeu. Mais en tout cas, c'est bien dommage qu'ils aient mis que ça, parce que le matos, je l'ai vu, mais magnifique. Et les illustrations, elles sont sublimes, quoi. Le plateau, il a vraiment ce côté estampe japonaise. Enfin, ça a vraiment un look... énorme. Donc si ça vous intéresse, The Great Wall, intéressez-vous-y, je vous y invite grandement. Également, on a reçu, alors normalement il y avait 3 extensions avec, il y en a une que je n'ai pas encore reçue mais que je vais commander très prochainement. Une première extension disponible, ça va être évidemment les stretch goals, donc ça c'est le matos essentiellement. En plus, vous allez justement avoir des pions supplémentaires ici, avec différentes figurines également à l'intérieur. Et vous avez également une autre extension qui est la poudre noire. Hop, où vous allez avoir du coup ici différentes unités aussi supplémentaires. Donc c'est toujours du matériel en plus, extension qui rajoute plein de choses comme dans toute extension évidemment. L'autre extension rajoute encore plein de matos génial, enfin bref. La Grande Muraille, c'est plutôt pour des joueurs quand même, je dirais pas initiés, je dirais un peu plus qu'initiés quand même. On est sur un gros jeu de placement d'ouvriers, mais qui a un matos absolument sublime et des illustrations à couper le souffle. On va garder toujours ce côté d'illustration pour... Coucou Creature Comfort. Non, pas pour... Non. Alors, enfin, si. Aussi un jeu qui a été distribué par Matago, c'est Libertalia, les vents de Galecrest. Libertalia, c'est une réédition, parce que c'est un jeu qui était sorti il y a assez longtemps. Moi, j'avais joué à la toute première version, et j'avoue que les illustrations me dégoûtaient un petit peu. Je suis content qu'il l'ait refait, parce que là, pour le coup, c'est illustré par Lamaro Smith. Je trouve qu'il a fait un super travail. Maintenant, c'est plutôt des bateaux volants. Il y a un côté un peu féerique. Avant, c'était vraiment du pirate, assez crado. L'illustration était très sombre. Là, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et des parties d'environ, on va dire, allez, 1 heure quand même.
Ça dépend du nombre de joueurs. Ici, on a un plateau qui a été complètement revisité. Plein de petites subtilités aussi au niveau du matos qui a été bien revisité. Vous avez, je vous le dis de suite, sur le plateau, il y a une légère coquille. Ils l'ont réparé directement parce qu'en fait, c'est un petit autocollant. Ça n'a pas été bien imprimé sur le plateau. Mais en vrai, vous avez les autocollants qui ont été fournis. Donc ça, par contre, c'est très très cool. Libertalia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel il va falloir faire le plus de points de victoire. Les points de victoire, c'est de l'or, tout simplement. Durant la partie, on récupère des butins. C'est ces butins-là, en général, qui vous font des points de victoire, donc de l'or, mais aussi votre équipage que vous allez jouer. En fait, dans Libertalia, vous avez pas mal de personnages, donc vous aurez une pioche devant vous, ainsi qu'un cimetière pour les personnages défaussés en cours de partie. La partie va durer un certain nombre de manches. Vous en avez 3 de mémoire, et vous allez différentes manches. Sur les différentes manches, vous allez avoir soit 2 jours, soit 3 jours, soit 4 jours, soit 5 jours, soit 6 jours. En général, c'est 3 à 4 jours et après 5 et après 6 pour les 3 manches. Et à la fin de toutes les manches, du coup, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. La mécanique, elle est assez simple. Il y a un petit côté programmation secrète, guessing, un petit peu à la Oriflamme. Vous allez avoir ici une piste sur laquelle on va pouvoir jouer des personnages. Donc au début de la partie, on aura les mêmes personnages en main. Chaque personnage va avoir un pouvoir de jour, de crépuscule et de nuit qui s'activera à certains moments bien précis et va avoir notamment une valeur qui va plutôt correspondre à la valeur d'initiative de la carte. Ce qui se passe à chaque tour, c'est que chaque joueur va jouer secrètement une carte face cachée au centre de la table, ou du moins sur cette piste-là. Ensuite, on va les révéler et les classer par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Ensuite, on va commencer par la phase de jour. La phase de jour, ça se résout toujours de gauche à droite, c'est-à-dire du chiffre le plus petit au plus grand. Et toutes vos cartes qui ont un effet de jour appliquent leur effet de jour. Donc ça peut être de voler des choses, de récupérer des cartes dans la défausse, de gagner de l'or, bref, plein de choses intéressantes. Lorsque chacun aura activé sa phase de jour, on passe à la phase de crépuscule, où là, du coup, dans l'autre sens, de la plus forte à la plus faible, on va du coup réaliser les effets de crépuscule. Et à ce moment-là, on va également choisir, du coup, donc le joueur en question va choisir un butin en fonction du jour dans lequel on joue. Donc si jamais on est dans le jour 1, bah du coup le premier joueur ici va choisir un des 6 butins présents ici. Chaque butin est récapitulé ici, donc c'est hyper bien fichu. Quand vous prenez directement le butin, vous savez si l'effet s'enclenche immédiatement ou pour plus tard ou à la phase de nuit justement. Et la plupart des butins vous rapportent de l'argent mais peuvent vous en faire perdre. Parfois c'est aussi de la collection, donc c'est très malin. Vous allez du coup chacun récupérer un trésor et vous aurez fait votre effet de crépuscule. Et ensuite, on a la phase de nuit. La phase de nuit, c'est toutes les cartes qui ont un effet de nuit s'activent. Et en fait, les cartes, une fois qu'elles ont été jouées, elles se placent devant vous. Ce qui fait que quand vous avez une carte devant vous, une ou plusieurs d'ailleurs, qui a un effet de nuit, vous allez tous les activer dans l'ordre de votre choix. Donc c'est hyper intéressant de jouer dès le début des cartes qui ont des effets de nuit parce que du coup, ça va se répercuter sur tous les jours. On enchaîne sur un nouveau jour. Une fois qu'on a fait tous les jours, on enchaîne sur une nouvelle manche, etc. etc. C'est très limpide. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque carte amène son lot de dilemmes sur sa valeur d'initiative, son effet de jour, son effet de crépuscule, son effet de nuit. En plus de ça, ce qui est hyper malin, quand il y a des égalités, vous allez me dire bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on a une piste de réputation. Donc en général, c'est le joueur le plus à droite qui est plus bénéfique dans la résolution, il se mettra toujours le plus à droite. Et en plus de ça, si jamais il y a un effet qui vous demande d'avancer et que vous ne pouvez plus avancer, comme indiqué, vous allez gagner une pièce d'or. Donc plus vous êtes en réputation élevée, plus vous pouvez gagner de l'or aussi facilement. C'est hyper fluide, c'est hyper malin, c'est magnifiquement bien illustré, c'est très bien édité. Et en plus de ça, il y a plein de modes, c'est la folie. Vous avez un mode solo, vous avez un mode pour jouer à 2, qui a été pensé et très bien pensé pour jouer à 2. Vous avez un plateau recto-verso, un plateau classique, du coup, on va dire en nuage, en mer calme, on va dire, et la mer orageuse de l'autre côté. Alors, ce qui change essentiellement, c'est notamment les reliques que vous pouvez récupérer durant la partie. Les pouvoirs changent. L'autre particularité, c'est que vous allez avoir d'autres tuiles, en fait, que vous allez pouvoir placer ici pour remplacer les effets d'un ou plusieurs trésors que vous allez pouvoir récupérer. Donc bref, c'est un jeu qui va être super riche déjà de base et à l'intérieur, ils vont rajouter tout ce qu'il faut pour jouer en solo, à 2, à plusieurs, en changeant les différents plateaux, les effets de butin, bref. Je suis très content que Libertalia soit revenu, surtout dans une édition qui, en tout cas pour moi, après c'est subjectif, donne vraiment envie parce qu'il est très très beau ce Libertalia, les vents de Galecrest. Merci beaucoup Alex. Alice, tu as quelque chose pour nous je crois. Ce sont des opercules. Ça là, fais voir. Ça s'appelle des opercules. Oui. Bah merci beaucoup. Parce que Google l'a dit. Et Google c'est tout. Maintenant, on passe à Sylve. Mon bébé. Oh, j'ai pas mis ma tête. Voilà, mon bébé. Je vous l'avais déjà présenté en avant-première il y a 2 semaines, je crois, je sais plus, il y a un moment, parce que Catch-Up Games et BlackRock Service Press nous l'avaient envoyé en méga avant-première, mais on n'avait pas le droit d'en parler officiellement, donc on a dû ronger notre frein pour pas communiquer dessus, et c'est bon, il est là. Sylve, je le réexplique, parce que j'aime ce jeu. Oui, Creature Comfort, Sylve, je suis gâtée en 2 semaines, merci. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 pendant 1 heure environ, à partir de 10 ans.
Alors 10 ans, je dirais why not. Oui. Bon, on pourrait dire 8 ans et demi quand même pour des un peu plus joueurs. C'est un jeu de plein de choses. G2D, majorité, gestion de ressources, craft, un peu de combo on va dire, et de pouvoir. Alors l'histoire vite fait c'est que la magie a déséquilibré le monde et que les saisons se sont mélangées dans les sylves, qui sont en fait les morceaux de forêt. Donc on va avoir des forêts où il y a de l'hiver avec du printemps en même temps, et du coup les animaux ils sont pas très contents, et nous on va créer des potions pour essayer de ramener l'équilibre et pouvoir remettre les animaux dans leur habitat naturel. Voilà, ça c'est le lore, vous savez que j'adore les histoires. Là très sincèrement, on s'en fiche, le jeu est très bien et très beau sans l'histoire. Alors, chacun va avoir un petit sorcier, aventurier, je ne sais pas. On a 2 filles, Gwen et Myla, et Kirill et Lélio, je pense, en garçon, voilà. On peut déjà jouer en symétrique, donc ils ont tous pas de pouvoir, ou en asymétrique avec chacun son petit pouvoir. Voilà, déjà c'est cool. On va choisir chacun son petit personnage et les dés qui vont avec. Donc par exemple, moi j'aime bien jouer Gwen, parce qu'elle a un lien particulier avec les petits animaux. Oui, j'ai joué Gwen quand j'ai joué. Ah, il est trop bien. Hein. Donc Gwen, elle aura ses petits dés de couleur et elle aura 2 dés éléments qu'on verra plus tard. C'est des dés neutres que les autres auront aussi, exactement les mêmes. Voilà. On va mettre en place, donc on va avoir à chaque fois, vous voyez, les créatures de chaque saison. Donc voilà, on a automne, printemps, été, hiver. Oh, je l'ai pas du tout rangé chronologiquement parlant, mais on s'en fiche. Et là-haut, on va avoir les sylves. Les fameuses forêts où vous voyez, il y a plein de saisons qui se sont mélangées. Et au milieu, on a le village. Voilà. Et là, on a la banque de potions, ici. Voilà. Le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible. Les points de victoire vont être représentés par ces petits losanges verts qu'on va récupérer donc sur des animaux qu'on aura domptés, sur des petites potions, sur les sylves aussi. Il y en a qui rapportent plus ou moins de points, c'est écrit en haut. Hop. Et aussi, il y a quelques combos de cartes grâce aux créatures principalement qui vont pouvoir apporter des points de victoire purs, qui sont des petits jetons losanges que je n'ai pas sortis parce que je fais très mal mon travail. Enfin, on va avoir les ressources qui sont ici, qu'on va gagner au fur et à mesure de la partie pour, principalement, crafter les potions qui, elles, vont nous donner des petits pouvoirs en plus de leurs points de victoire. Donc, vous voyez, par exemple, cette potion coûte un champignon et une petite herbe orange qu'on va récupérer dans les sylves. Un tour est très très simple. Chacun va lancer ses petits dés de son côté, tous en même temps. Hop là! Voilà, moi j'ai fait ces faces-là, je les garde pour moi. Hop! Et maintenant, chacun notre tour, en commençant par le premier joueur, on va pouvoir positionner un de nos dés. Les dés, on va pouvoir les positionner principalement sur les sylves là-haut. Je te laisse filmer et moi je retrousse mes manches qui sont magnifiques mais très très embêtantes. Donc vous voyez, on va retrouver en fait les mêmes signes sur les sylves que ceux sur les dés. Finalement, vous voyez, hop. Et bien, à mon tour, je vais choisir un endroit où je vais me poser. Par exemple, je vais poser mon dé sur cette sylve-là, ça m'intéresse parce que quand je le pose, je peux récupérer bien ici un petit cristal bleu. Hop, je prends un petit jeton de cristal bleu et je le garde pour moi. Maintenant, j'ai le droit de crafter une potion, donc de créer une potion qui est affichée là, dans la petite banque, si j'ai assez de ressources. Bon, là, c'est pas le cas, mais imaginons, je dis que oui, hop, je paye mes ressources et celle-ci viendra dans ma main. Autre action possible, après avoir posé son dé, c'est de consommer une potion. Donc une que vous avez déjà créée, vous pouvez la dépenser pour faire le pouvoir qui est écrit en bas. Heureusement, quand vous la dépensez, vous ne la jetez pas, parce que bon, vous l'avez construite quand même. Vous la mettez juste dans votre défaut, vous aurez quand même les points à la fin de la partie. C'est juste que vous pouvez l'utiliser qu'une fois. C'est un peu pété. Hop. Autre pouvoir possible dans les sylves, à part se poser pour récupérer différentes ressources, vous voyez que vous avez les petites cases avec des petites griffes là. Et bien quand vous allez sur ces cases, hop, on va tricher, on va dire que j'avais ce qu'il fallait, et bien je vais avoir le droit de dompter un animal justement qui était dispo là dans la petite banque que je vous ai montré. Je te fais balader, t'as vu hein. Oh non mais c'est bon, on voit tout. Voilà, donc là, eh bien j'ai le droit de dompter un animal. Et je vais en prendre un qui a un pouvoir qui m'intéresse. Donc par exemple, lui c'est quoi? Lui c'est bien. Lorsque vous placez un dé dans une sylve d'été, donc jaune, vous brûlez n'importe quelle case sylve vide. On va vous montrer les cases brûlées, ça va être un peu embêtant. Hop, ça c'est un pouvoir que je pourrais tout le temps utiliser tant qu'il est apprivoisé. Vous voyez, j'ai deux côtés moi. Hop, apprivoisé et libéré. Elle, c'est la particularité, c'est qu'elle peut en avoir 4, alors que les autres ne peuvent en avoir que 3.
d'apprivoiser. Apprivoiser. Les petits animaux, à part leur pouvoir pendant la partie, vont vous servir à rien. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que tout le monde aura positionné ses dés, on va faire le compte des majorités. Je vais vous expliquer, hop, les petites. C'est de la prise de territoire. Oh là là, je suis trop petite, mon micro il tape la table. Hop, je triche sans vergogne. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est bon, tu peux zoomer, je suis prête. Ou presque. Hop là. Alors, dans ce cas de figure, hop, vous voyez que ici, à la fin de la manche, quand tout le monde aura positionné ses dés, je suis, en tant que joueur jaune, le majoritaire, puisque seul, sur cette sylve. Donc, je la gagne. Trop facile. Trop facile. Ici, égalité. Personne ne l'a. Sauf si vous avez un pouvoir particulier, il y a un des petits personnages que son pouvoir, c'est que quand il y a une majorité, c'est lui qui l'emporte. Ici, majorité du vert, c'est lui qui l'emporte. Ici, pareil, égalité, donc personne ne l'a. Et ici, il est tout seul le bleu, donc il l'emporte. Maintenant, on va avoir ces dés d'éléments. Ils ont chacun un pouvoir spécial. Le feu, vous pouvez le poser sur le dé de quelqu'un d'autre. Et ce dé ne comptera plus. Voilà, il est écrasé. Ou alors, vous pouvez poser de l'eau sur un endroit et vous allez cueillir 2 fois la ressource. Enfin, récolter, parce que vous ne cueillez pas des cristaux, quoique, comme vous voulez. Et enfin, le dé, vous faites sur vos dés à vous, hop, vous pouvez remplacer un de vos dés par le vent et en fait, vous récupérez ce dé pour le replacer plus tard. Donc voilà, ça c'est les 3 pouvoirs des dés. Les élémentaires, dans les majorités, vont compter différemment, c'est-à-dire que les majoritaires sont là pour personne. Voilà, donc là, finalement, eh bien, avant, il aurait pu y avoir, par exemple, hop là, ici, c'était le vert qui était majoritaire. Et ben non, à mon tour, j'ai fait... Voilà, donc du coup, maintenant, on est à égalité, personne ne gagne la sylve. Nananer. Voilà, voilà, donc ça, il peut avoir des retournements de situation, vous allez vous battre un peu pour récupérer des sylves. Pourquoi? Eh bien parce que les sylves vont pouvoir vous faire gagner des points en fonction des animaux que vous aurez récupérés en fin de partie. Vous voyez ici, à la fin de la partie, j'ai récupéré un petit animal de la sylve d'été, il me semble, le jaune. Eh bien, il me rapporte qu'un seul point à la fin de la partie, sauf si pendant la partie, j'ai réussi à récupérer une sylve avec de l'été dessus. À ce moment-là, il me rapportera 3 points, parce que je l'ai libéré dans son élément naturel. Comment c'est trop beau! C'est trop mignon, le cycle de la vie. Voilà, donc ça va servir à ça de récupérer des sylves, en plus de gagner leurs points de victoire. On essaye de récupérer les sylves qui valent plus de points de victoire, mais surtout de les récupérer en fonction des couleurs des animaux qu'on a aussi. Voilà, on essaye de faire ça. Enfin, on va avoir le village ici qui est intéressant parce que vous avez des emplacements qui vont principalement s'activer avec les dés éléments. Donc voilà, vous allez avoir ici récolter une ressource comme ceci. Ça, c'est des jokers, c'est la ressource que vous voulez et c'est la ressource qui vous permet d'activer votre pouvoir de bonhomme. Toujours, ça coûte une petite ressource joker. Vous avez des pouvoirs plus ou moins forts, comme par exemple, comme je vous en ai parlé avec mon pouvoir de tout à l'heure, qui était de brûler des cases de sylve. Brûler, vous prenez un petit jeton feu et vous le posez sur une case de sylve vide, hein, comme il le dit. Et ça veut dire que personne ne pourra jamais se poser sur cette case. C'est très violent, des fois vous avez des pouvoirs qui peuvent cramer tout. Très puissant, hein, très chiant. Tu nous l'as fait très souvent. Hein, oui, c'est vrai. Voilà, comme ça tu disais personne ne l'a, allez, cette saleté. Et à chaque fin de manche, tout le monde récupère ses dés, récupère les sylves qu'il a réussi à avoir, on enlève les autres sylves qui restent et on les remplace par des nouvelles. On va aussi retourner la case village, hop là, avec des nouveaux pouvoirs sur chaque emplacement. Et on va faire ça du coup 2 fois de chaque côté, donc 4 fois en tout, 4 manches. À la fin des 4 manches, on additionne tous nos points. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, quand même. Je vous avais dit apprivoiser, libérer. C'était le petit détail. Apprivoiser, donc quand vous êtes quelqu'un de normal, c'est-à-dire pas Gwen, vous ne pouvez prendre que 3 animaux. Sauf que quand vous devrez en mettre un 4e, vous devrez en choisir un que vous mettrez du côté libéré. Il sera toujours là chez vous, hein, dans vos points, mais du coup son pouvoir ne servira plus. Voilà, il sera désactivé. C'est le petit choix à faire quand vous en récupérez au fur et à mesure, c'est qu'il y en a que vous allez devoir jarter et leur pouvoir peut-être qu'ils vont vous manquer ou que vous avez très bien calculé votre coup et que c'est bon, son pouvoir n'est plus nécessaire. Voilà, j'ai expliqué Sylve. Super, moi j'ai envie de rejouer moi. Ah ouais, non mais fou, hein, moi j'adore hein, ce jeu, hein, il est trop bien. Bon. Il y a un autre jeu qu'on a aimé. Ouais, pas du tout même style ni packaging. Le paquet chips. Oui, alors là c'est des vrais faux chips hein, qui sont dedans, c'est bon, on a bien vérifié. C'est bon, il n'y a pas d'erreur cette fois. Voilà, ça, elles sont pas mangeables hein, Antoine. Voilà, je te le dis. J'essaierai de m'en rappeler.
paquet de chips de Monsieur Rivière, coucou Théo, et de Monsieur Aubert, illustré par Erwin Galliou, trop mignon, Monsieur Galliou. C'est de 2 à 5 joueurs, un petit jeu d'ambiance pour 8 ans, il me semble, à partir de 8 ans et 15 minutes. On admire ça là. Ça là, c'est magnifique. Non mais le packaging c'est jusqu'au bout, c'est parfait. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis à côté de Ramen Fury, hein, voilà, parce que bon, au moins on a une caisse alimentaire. Vraiment les packaging on aime. Hop là. Donc voilà, le petit Nutri-Score vous dit comment jouer. Hop, un paquet de chips. Le but, ça va être de faire le plus de points de victoire possible. Alors les points de victoire, c'est ces petits jetons de patates. Je crois que le premier à en avoir récupéré 4 a gagné. C'est ça la fin de partie. Le premier qui en a récupéré 4 met fin au jeu. Ces petites patates, on va les gagner en gagnant des manches. Donc on va en faire autant qu'il faut pour que quelqu'un ait assez de jetons patates. On va avoir dans chaque manche 4 tours qui sont résumés ici. C'est très très clair. On va chacun avoir normalement, si je compte bien, 6 cartes dans notre main qu'on aura pioché au hasard de cette pioche, qui sont en fait des défis. Voilà, des sortes de petits paris que vous allez prendre avec des conditions. C'est assez clair généralement. Par exemple, là, voilà, il faudra qu'il y ait autant de chips noirs qui soient sortis que de chips orange. Donc c'est des chips végétariennes hein, ici. Voilà, des chips de radis noirs et des chips de carottes. Ceux qui n'aiment pas les légumes, allez-vous-en, je n'aime pas les légumes. On va voir, donc du coup, chacun a donc ses 6 cartes. On va avoir quelqu'un qui va avoir l'honneur d'aller piocher dans le paquet de chips. L'honneur et le plaisir. Ouais, parce que c'est très très satisfaisant. Aller piocher autant de chips qu'il y a marqué sur la carte 1 pour la première manche. N'est-ce pas magnifiquement clair? Donc 5 chips. L'articulation. C'est hyper difficile à dire. Voilà. Merci Antoine d'être compréhensif. Donc 5 chips, on essaye de les sortir d'un coup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, trop fort. 5 chips. Ok, maintenant, qu'est-ce que dit cette magnifique carte très très bien résumée? Vous supprimez 2 cartes parmi votre main. En fait, vous vous dites, ok, là par exemple, il y a marqué qu'il devrait avoir plein de jaunes parce que je vais marquer 5 points par jaune, par chips jaunes qui vont sortir dans le jeu. Hein. C'est pas gagné. Ah, celle-là, ça pourrait encore se faire peut-être, qu'il n'y ait aucune verte jusqu'à la fin de la partie. Oh, ça se tente. Ça se tente, allez, je vais en sacrifier. En gros, là, je vais essayer de sacrifier des défis qui, soit je vois déjà qui sont fichus. Par exemple, je sais pas si j'avais un défi pas de noir. C'est bon, je peux le balancer. Évidemment. Je sais que ça sera pas rempli. Donc là, bon, j'ai que des défis qui pourraient possiblement se faire. Donc je vais en supprimer, allez, 2 comme ça. Hop, je les supprime, je les mets devant moi. Maintenant, tout le monde a fait ça. Hein, on joue tous en simultané, c'est très rapide. Donc un nouvel élu pourra glisser ses mains dans le paquet et cette fois en sortir 4 pour la deuxième manche. Qu'est-ce que c'est clair? Très très clair. Est-ce que j'en sors 4 d'un coup? Oh, je suis trop forte. Hop, 4 d'un coup. Et là, vous voyez, tout le monde va supprimer une carte défi. Donc là, déjà, je peux dire que c'est mort pour celui-là, je pense, parce que vous avez un très bon récap. Vous voyez le nombre de chips de telle couleur qu'il y a. Donc il n'y a que 3 noirs dans le paquet. Ça va peut-être être mort qu'il y ait autant de noirs que de orange. Donc je vais la supprimer. Hop là. Et maintenant, on va tirer 3 chips. Ah, je vais tirer plus. Et tout le monde va pouvoir poser une carte de ce côté-là et 2 cartes de ce côté-là. Vous voyez bien? Tout à fait. Ok. Ces cartes-là, vous allez les placer parce que vous allez jauger. Ici, ça va être des points que vous allez gagner en fin de partie si vous avez réussi les conditions du défi. Hein, voilà. Et ici, c'est des points que vous allez perdre si vous avez réussi à faire le défi-là. Donc de ce côté-là, vous allez vous dire, ok, je suis sûre que ce défi-là, je vais le faire, mais ceux-là aussi, je vais plutôt mettre celui-là de ce côté-là, parce qu'au moins, si j'ai un moins de points, ce sera que moins 9, alors que si j'avais mis lui, si ce défi est réussi à la fin de la partie, j'ai moins 110 sur mon score, c'est pas ouf. Donc du coup, c'est là le petit twist, c'est que, hop, je vais faire ça ici, et ça ici. Et enfin, on va pouvoir, hop, sortir les dernières chips pour valider ou non nos objectifs. Donc là, par exemple, eh bien, j'ai quasi aucun de mes objectifs là. Bravo. On est d'accord, hein? Yes. Attention, le dernier tirage, c'est une chips puis l'autre, hein, oui. Parce que la dernière chips tirée peut être importante pour certains objectifs. C'est vrai, c'est vrai. On est d'accord que là, le seul objectif qui est validé, c'est celui que j'ai mis en négatif. Excellent, excellent. Magnifique. Donc, mon score est de moins 9. Alors attends, parce que tu as 2 rouges et 3... ah non, c'est bon. Il y en a plus. Il y en a plus.
Bon, bah j'ai aucun, point. Tu fais pas un super score pour autant. Non, bah je fais 0, voilà. Et donc la personne qui a le plus de points à la table gagne 2 jetons patates. Et le deuxième, qui a le plus de points à la table, gagne 1 jeton patate. Et on refait une manche. Et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un ait 4 jetons patates. Voilà, tout simple, c'est vraiment une sorte de petit prise de risque, guessing, très satisfaisant parce qu'on tire des chips d'un paquet et ça tue. Voilà, le truc de s'adapter au fur et à mesure que les choses sortent, que les chips sortent, c'est plutôt intéressant. Et avec voilà ces petites plaquettes qui quand même rajoutent un peu de contrôle quand même dans ce jeu de hasard en se disant ok bon il y a déjà 2 chips noirs qui sont sortis, il n'y a peut-être pas trop de chance que la troisième elle sorte, sachant qu'il n'y en a que 3, voilà. Donc vous allez pouvoir jauger comme ça. Donc hasard, prise de risque mais quand même un peu de contrôle. Nous on adore. Merci pour ce super jeu. Actu JDR. Ouais, c'est génial. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est fantastique. Ok, Actu JDR qui... Il n'est pas là juste pour la trompette, hein, il va servir après, vous inquiétez pas. Actu JDR qui commence avec Seul avec tous, c'est pas seul contre tous, c'est seul avec tous, c'est pire, c'est un supplément pour Watsburg, c'est une campagne pour Watsburg. Watsburg, j'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines parce qu'il y a énormément de suppléments en ce moment. Oui. Bah, du coup, ça en fait une gamme hyper complète, ça me fait très plaisir. C'est, je le rappelle une fois de plus, un univers médiéval fantastique où bah, il n'y a plus le fantastique, c'est devenu un univers médiéval, comment dire, avec beaucoup de second degré, très, je trouve pas mes mots. Crado. Ouais, il y a un petit peu de ça en fait. Pensez noir, pensez humour noir, pensez enquête, film polar, pensez un petit peu ce genre de choses, mais voilà, dans un univers médiéval très désabusé. Tu sais quoi, c'est ça le mot que je cherchais. Pas mal. Voilà, je suis content, j'ai trouvé mon mot. Donc voilà, une campagne pour Watsburg, elle est là, seule avec tous, elle est sur la table, et sur la table il y a quoi également? Il y a l'obsidienne, et ça Alex tenait absolument à vous en parler. Oui, parce que c'est un jeu qu'on avait vu déjà à Cannes, non pas un livre dont vous êtes le héros, non pas une BD dont vous êtes le héros, mais une BD dont vous êtes le stratège, et ça a été fait par notre cher ami Monsieur Guillaume de chez Tritrac Show, et c'est également illustré par Delozin, si je dis pas de bêtises, et franchement j'ai commencé à lire un tout petit peu, ça va finir chez moi, c'est obligé, je trouve le concept énorme. En fait, vous allez avoir ici les petites règles de base. Vous allez avoir tout un petit détail que je vais revenir très très vite. Il y a ton ombre qui cache, c'est dommage. Mon Dieu. Décale-toi. Voilà. Ici. Ah voilà, c'est bon, là c'est mieux. Ah donc là vous avez les règles, merci beaucoup. Ah la lumière c'est mieux. Ici vous avez la petite page qui vous servira parce que vous allez remplir différentes choses, notamment ici votre niveau en commandement, le niveau de morale de vos troupes, le combat, etc. Le stratège militaire. Les valeurs sont importantes. Au début elles commencent tout à 5, sauf le moral je crois qui est à 6. Et ensuite aussi vous avez le décompte de vos armées. Au début vous avez 144 bonhommes avec vous, mais vous risquez d'en perdre un tout petit peu. Vous commencez dans cet univers-là, un petit peu de bataille médiévale. Vous avez tout un lore et tout que j'ai pas envie. C'est magnifique, les illustrations sont très très belles. Vous avez tout un petit speech au début. Vous expliquez ce que vous faites là, qui est le roi de tel royaume, etc., qui sont vos collègues, etc. Donc là, vous avez la mort d'un de vos capitaines, en fait, et malheureusement, bah, quelqu'un doit prendre le relais parmi vous 5, en fait, et ce sera vous qui allez prendre le relais. On a fait un vote, et le vote fait que du coup, c'est vous qui allez diriger. Mais vous avez déjà un peu le ton de chacun des personnages au début de la partie, et du coup, après, vous avez des choix à faire, comme dans toute BD, vous êtes le héros, sauf que là, du coup, les choix sont en général très importants par rapport à ce qui va découler de la perte de troupes, les attaques que vous allez lancer, le moral de vos troupes. Il y avait également le combat que vous allez pouvoir faire en duel, donc toutes vos compétences sont mises à l'épreuve. Franchement, c'est un jeu, moi j'ai lu déjà, commencé un petit peu à faire quelques choix, pas les meilleurs, je vous l'accorde, mais c'est vraiment fou la possibilité qu'il y a en fonction des différentes mécaniques de jeu, notamment il y en a une que j'aime beaucoup, c'est en fonction, voilà ici par exemple vous avez choisi d'attaquer à un endroit, et vous avez un plan de bataille, donc vous choisissez entre les deux. Est-ce que vous préférez d'abord envoyer les cavaliers, soutenir avec l'infanterie, et les archers viendront après, ou inversement, vous faites une brèche avec les archers, et ensuite vous envoyez la cavalerie pour tout péter. Et bien en fait, c'est un choix particulier en fonction des numéros, mais si vous avez 7 ici en commandement, et bien vous avez le droit d'aller directement en 0,3. Et ça c'est ouf parce qu'en fait vous aurez des choix qui vont impacter votre morale, votre commandement, et ça vous offrira plusieurs possibilités. Franchement, les illustrations sont très belles, ça donne vraiment envie de tout faire. Enfin moi en tout cas je vais me le procurer très très vite. L'Obsidienne du coup, une BD dont vous êtes le stratège. Voilà pour toi. Comment ça donne envie! En vrai, on l'avait vu à Cannes, tous les trois, et tout de suite on a fait waouh! Enfin, tous les trois, il y avait Jeff, tous les quatre, on a fait waouh! Et effectivement, on l'attendait beaucoup. Je vais aussi me le faire, ça c'est obligatoire. On va continuer avec du donjon du classico-classique, avec HeroQuest
Système de jeu, ça veut dire quoi système de jeu? Ça veut dire que c'est une espèce de gros bac à sable où tu peux faire plein de trucs avec, tu peux créer tes propres aventures. Et quand on crée ses propres aventures, on en veut toujours plus. Et c'est ce que nous apporte la forteresse de Kellar. C'est un pack de quêtes. Donc en gros dedans, il y a des quêtes, toutes écrites, mais évidemment ces quêtes elles viennent pas toutes seules. Elles viennent avec du matériel, elles viennent avec des figurines, elles viennent avec des trucs que vous allez pouvoir mettre dans votre donjon et avec lesquels vous allez pouvoir créer vos propres aventures. Donc voilà, la première extension de la nouvelle édition de HeroQuest est dispo à la boutique avec plein de gobelins et des mecs avec des matraques et il y a des monsieur piranha. Ok, j'aime bien les monsieur piranha, c'est un bon concept. Toujours du donjon, mais pas vraiment du donjon parce que c'est un donjon dans l'espace, c'est un vaisseau spatial dans lequel vous êtes enfermé avec des créatures horribles. Nemesis. Alors Nemesis, c'est un jeu Awaken Realms distribué par Funforge. Moi j'y ai beaucoup joué à l'époque, autant vous dire que c'est un jeu que j'adore, donc je vais très bien pouvoir vous en parler. C'est un jeu que vous pouvez jouer en coopératif complet, ou chacun pour soi, mais en même temps on a un petit peu besoin des autres. Comment ça fonctionne? Le jeu commence, vous vous réveillez de votre cryostase, donc vous êtes cryogénisé en gros, hein, parce que votre vaisseau il fait des trajets qui durent beaucoup de temps, et quand vous vous réveillez, le vaisseau est en alerte rouge, les différentes parties du vaisseau ont été sabotées ou en tout cas ne sont plus fonctionnelles et vous allez découvrir rapidement que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des créatures pondeuses. Alors c'est pas Alien, hein, mais c'est Alien quoi, très clairement. Et vous allez avoir un objectif personnel. Donc là moi je vous parle de la version chacun pour soi parce que je trouve que c'est la plus intéressante, c'est celle que j'ai le plus joué, mais la version coop est très cool aussi. Et en version chacun pour soi, vous allez avoir donc un objectif personnel à réaliser. Cet objectif peut être en commun avec d'autres personnes autour de la table, mais ça c'est secret, donc il faudra le découvrir. Il faudra pourquoi pas essayer de faire croire que vous avez un objectif en commun avec tel ou tel joueur, sinon il y a des moyens assez simples de gagner. Ça peut être de faire péter le vaisseau et de se barrer en capsule de survie et de laisser tout le monde crever. Alors ça vous fait pas forcément réussir votre objectif personnel, encore que votre objectif personnel ça peut être ça, mais au moins ça peut vous permettre de survivre. Oui, parce qu'en fait dans ce jeu il y a différents niveaux de victoire. Il y a est-ce que je suis encore vivant ? Est-ce que tout le monde est mort et je suis le seul survivant? Et est-ce que par-dessus ça j'ai réussi mon objectif personnel ou mes objectifs personnels? Bref, très complet. Ça sent déjà la trahison, hein. Vous le sentez, ça sent la trahison à plein nez. Ce vaisseau il est composé de différentes salles qui vont chacune avoir un effet, des salles qui sont disposées de manière semi-aléatoire en début de partie. Ça vous fera penser un petit peu à ce niveau-là à Room 25 et ces salles elles sont bien sûr interconnectées par des couloirs. Dans ces couloirs et dans ces salles, quand vous allez marcher, quand vous allez actionner les machines, ça va faire du bruit. Les bruits, ça va attirer les bébêtes fortement et vous allez faire popper des bébêtes. Alors des bébêtes de différentes tailles, de différents niveaux de méchanceté, de puissance, jusqu'à carrément la mère alien qui quand elle apparaît sur le plateau, en général vous faites pas les malins, vous allez pouvoir fouiller pour trouver du matériel, de quoi survivre, de quoi se soigner, de quoi si on a été infecté, on a un petit truc qui bouge dans le ventre, non ce n'est pas un bébé, essayez de l'enlever, des armes, et en plus de ça il y a tout un côté asymétrique dans le jeu qui est très important, puisqu'en début de partie vous allez soit choisir, soit recevoir au hasard une classe. Le scientifique, le capitaine, l'éclaireur, etc. Ils ont tous leur propre capacité, un équipement de départ asymétrique. Et là, autant vous dire que ça va être vraiment génial ce que ça apporte. On a le mécano, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, c'est le mécano ou l'éclaireuse qui peut prendre des espèces de raccourcis dans les bouches d'aération. Ça va être très pratique. On a le capitaine. Alors le capitaine est fantastique parce qu'il peut donner des ordres à un autre joueur. Il dit rentre dans la salle là-bas. Non, je le sens pas. Mais si tu rentres dans la salle et tu rentres dans la salle. Et dans la salle, ce qui peut se passer, c'est que toutes les portes se ferment et que l'oxygène disparaît parce qu'on l'enlève. Bref, vous sentez, c'est un gros jeu à coup fourré. Ça plaira aux gens qui aiment forcément les jeux dans ce style, à la Battlestar Galactica par exemple, ou si vous voulez jouer 100% coop, ça va très bien fonctionner aussi. Dans tous les cas, le jeu va nous en mettre plein la tête. Je crois qu'on a tout dit. Non, regarde, j'ai oublié des trucs par là-bas. J'ai oublié des trucs par là-bas parce que je vous parlais de donjons. On a reçu des Big Book of Battle Maps. À la base, à la boutique, on vous propose ceci. Pour les gens qui font du jeu de rôle, notamment du jeu de rôle Dungeons & Dragonesque ou Pathfinder ou autre, c'est très cool parce qu'en fait, ce sont des petits battle maps qui vont servir soit pour les moments narratifs, soit surtout évidemment pour les moments de bataille. Celui-ci est orienté villes et cités et villages. J'en ai un ici, c'est 100% donjon. Et nous en avons comme ceci qui eux sont tout neufs, les Big Book.
volume 2, volume 3, et là, alors là c'est du donjon, hein. Là c'est du donjon, alors pas que du donjon basique tout simple, parce qu'il y a des bateaux donc pour faire des hop, oui, les reflets. Vous avez des arènes, vous avez des bateaux dans le ciel, vous avez des lieux qui m'ont l'air d'être simplement au cœur des enfers, vous allez avoir des forêts, vous allez avoir des salles du trône, vous allez avoir des villages sur l'eau, bref, il y a plein de choses, et c'est effaçable à sec, ça signifie que eh bien toi, en tant que MJ, tu vas pouvoir te munir de ton petit feutre effaçable et dessiner des choses dessus, soit parce que tu veux rajouter des murs, des cloisons, ce que tu veux, soit parce que tu vas faire apparaître des pièges, ou soit les joueurs qui peuvent dire eh bien attends, on va passer par là, donc là je fais une flèche pour montrer mon intention, et les autres joueurs veulent bien comprendre ma stratégie, et ça va être très pratique. Je crois qu'on a tout dit cette fois-ci, je crois que j'ai rien oublié, on va pouvoir repasser de l'autre côté. Venez avec moi autour d'un repas mortel. Voici le nouveau Culinario Mortale menace sur le manoir en cours. J'adore cet assistant bruitage. C'est un jeu, en fait, c'est une sorte de murder party autour d'un repas. Techniquement, après en vrai vous pouvez ne pas le faire autour d'un repas, mais c'est un peu triste. Et c'est de 6 à 8 joueurs, du moins cette boîte là, parce que selon les boîtes c'est pas le même nombre de joueurs. C'est 2 à 3 heures, ça demande un peu de roleplay quand même, un peu d'investissement dans votre personnage, mais pas tant que ça. C'est ça qui est très cool, c'est que c'est ouvert à tous. Et le grand plus par rapport au Murder Party, c'est que l'organisateur Triss est joueuse aussi, parce que cette personne n'a que son rôle et ne connaît pas le dénouement, donc participe avec les autres, et ça c'est trop bien. Cette enquête ici, c'est eh bien pour une fois il n'y a pas de meurtre, il n'y a qu'une tentative de meurtre. Voilà, le grand patriarche et riche entrepreneur Bernard Honcourt a invité ses enfants pour fêter ses 70 ans, et sauf que, dans le manoir familial évidemment, avec double piscine, un mini-golf, etc., sauf que quelqu'un a essayé de l'empoisonner pendant le repas. C'est pas très gentil ça. Est-ce qu'il y a une question d'héritage? Je n'en sais rien, mais du coup, ça a raté. Et donc le monsieur qui a failli être empoisonné va être un des joueurs, et il va réunir tout le monde et leur dire bon, c'est qui parmi vous qui a essayé de me... Donc tout le monde va essayer de s'innocenter, surtout le coupable ou la coupable, en discutant, et au fur et à mesure de la partie, vous allez ouvrir votre livret, chacun son petit livret, et va découvrir des nouvelles infos au fur et à mesure qui vont un peu retracer les motivations, et aussi la chronologie de la soirée, et aussi chacun aura ses petits secrets personnels qu'il devra essayer de garder pour lui. Voilà, donc en vrai c'est super immersif, je trouve qu'en soirée d'anniversaire ou trucs comme ça, ça marche vachement bien, je vous le conseille personnellement. Donc voilà, la dernière boîte qui vient de sortir. Moi, c'est bien ou pas? J'aime bien moi ce genre de rire démoniaque. Il est là, il nous attend. C'est pas derrière le comptoir. Là on est sur une sortie d'extension très attendue de Shards of Infinity, l'ombre du salut. Qu'apporte cette extension? Alors cette extension, elle apporte déjà un nouveau joueur, parce que maintenant on peut jouer de 2 à 5. Ça va rajouter essentiellement 4 particularités. La première, c'est que ça rajoute une nouvelle faction qui s'appelle les Aion, et ça rajoute des effets de distorsion, visiblement, vous allez pouvoir rajouter dans le marché et à utiliser avec parcimonie, d'après ce que j'ai lu. Vous allez avoir un nouveau personnage aussi qui va pouvoir être joué, donc les nouveaux personnages qu'on avait déjà dans la première extension qui étaient les Reliques du Futur, donc là on a encore un nouveau personnage qu'on ajoute. Autre particularité, c'est qu'on va avoir également un mode coopératif, donc c'est ce qu'on avait déjà sur Hero Realms. Là maintenant on va avoir un mode du coup coopératif où on va affronter du coup plusieurs boss, et également maintenant comme on peut affronter des boss, il y a le mode campagne évidemment dans lequel on va vivre des aventures. Donc il faut voir ça comme une extension un petit peu comme Hero Realms, c'est-à-dire que maintenant on a un mode campagne, un mode coopératif, on a plein de nouveaux matos, des nouveaux types de cartes notamment avec la nouvelle faction. Bref, ça fait super plaisir de voir que Shards of Infinity a enfin 2 extensions de dispo. Et là, voilà. Coucou Alice. Ah, je croyais que t'allais faire le tour. Ah oui, tu croyais qu'on allait faire le tour. Eh ben non. Ah bah super. J'ai eu l'air bien débile. Super. Bon derrière le comptoir, voilà. Premier petit truc, c'est la sortie de l'extension de Hidden Leaders, qui est malheureusement en rupture chez notre cher éditeur Matago. Mais
Vous avez de quoi faire les heureux propriétaires de Hidden Leaders, et pour les autres, eh bien, il faudra attendre son retour vers juin. Ici, vous avez une nouvelle extension avec des nouveaux personnages, donc 18 nouvelles cartes. L'extension s'appelle Reines et amis. Les amis, ce sont, parmi les nouvelles cartes, ce sont des cartes qui vont rajouter pas mal d'interactions, et les reines, elles, vont rajouter pas mal de stratégies et de bluffs, parce qu'elles vont vous faire gagner plus de points de victoire en fonction des leaders en jeu. Donc ça rajoute pas mal de bluffs dans la partie, alors qu'il y en avait déjà pas mal. Hein. Hop, ça c'est le premier truc. Ensuite, là, c'est la famille de Jeff. Notre cher Jeff est un grand fan des wargames, dans toute leur splendeur. Donc voici la nouvelle famille. Hop, ici vous allez avoir Border States. Voilà, c'est un jeu d'affrontement à deux, à partir de 14 ans, hein, quand même, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est un jeu de réflexion, de bluff et de déduction. Vous allez prendre un des deux camps, donc de 1861, c'était la guerre de sécession. Donc vous avez Abraham Lincoln et contre la confédération de Jefferson Davis. Voilà, je ne connais absolument pas cette période-là, donc là j'ai lu pour pouvoir vous dire tous ces noms. Donc si vous êtes passionné, tant mieux, c'est que vous avez plus de culture que moi. Et Saladin, c'est la première boîte d'une longue série de jeux qui sera la série En ordre de bataille, et qui présentera à chaque fois un chef de guerre légendaire et deux affrontements dans lesquels il s'est un peu illustré, quoi. Donc là, Saladin, donc attendez, hop, Border, ça ressemble à ça quand même. Bon, c'est des jeux de wargame, hein, c'est pas non plus c'est pas Sylve. Et ici du coup ça va être plutôt de l'affrontement avec des scénarios, voilà. Hop, vous avez des scénarios et à chaque fois ça va vous changer votre mise en place. Vous allez gérer des petits jetons, à utiliser des jetons ordre, ça s'appelle, pour faire déplacer vos petites troupes militaires, et à la fin, celui qui en a encore, alors que l'autre n'en a plus de jetons, a gagné. Voilà, donc il faut bien les gérer. J'avais vu ça à Cannes, je parle un peu fort, je sais pas si on m'entend, avec Jeff. Et c'est vrai qu'on est sur du jeu de wargame très moderne, c'est pas des parties qui vont durer 4-5 heures, c'est très très bien foutu. Ouais, et ben voilà. Et voici la nouvelle boîte, alors attendez, je vais vous montrer d'abord de face, de Napoléon, cette fois c'est 1815, la première c'était quoi, 1805 ? Aucune idée. Alex, tu connais ? J'aurais dit 1814. Ah ouais, c'est peut-être ça. Il y en avait une autre avant, elle était bleue. Et maintenant elle est rouge. Il n'y a pas marqué qu'il faut la première pour pouvoir jouer à celle-là. C'est juste que c'est la suite chronologique de l'histoire. Mais voilà, c'est le wargame de Napoléon. Là, vous faites... c'est une simulation de jeu. Et donc là, c'est quand même 1 à 2 heures de jeu par contre. Hein, celui-là, ça c'est un bon gros wargame d'époque, on va dire. Hein. Voilà. Donc ça, c'était les wargames. Navré de ne pas pouvoir vous en dire plus. Ce n'est pas... ma spécialité. Hop là, on va avoir en nouveauté quand même encore, hein, c'est Jamaïca, l'extension de Jamaïca version 2. Hein, vous savez que Jamaïca a été refait dans une nouvelle boîte. Et bien c'est bon, la boîte d'extension a été refaite aussi en conséquence. Donc l'extension qui rajoute maintenant, vous allez à la taverne pour embaucher un équipage, hein, comme le titre le dit, The Crew. Donc vous allez les embaucher avec de l'argent, de l'alcool et autres monnaie pirate. Vous avez aussi, en autre nouveauté, du petit Yu-Gi-Oh! Fantôme du passé, la deuxième incarnation. Alors attendez, c'était drôle parce que c'était quoi que tu lisais la dernière fois? Dragon arc-en-ciel, décodeur bavard, chaleur âme et dragon fin borel. La classe ou pas? Eh, ça claque, hein. C'est mieux que les noms des Pokémon, je trouve. Très créatif. Là, on va passer sur des petits retours en stock. Project L, qui était ce jeu un peu Tetris, voilà, vous allez récupérer des pièces de Tetris, hein, littéralement, pour les agencer sur des petites cartes qui ont des formes, ici, avec des petits trous, hein, c'est des cartes creusées, et vous allez y agencer les formes que vous aurez récupérées pour créer la forme entière. Dès que vous y arrivez, vous allez encaisser les points de ce défi-là et récupérer une nouvelle pièce pour pouvoir créer des patterns de plus en plus grands et qui rapporteront de plus en plus de points. Voilà. Sinon, on a aussi un tiré à sort pour Sight, ce jeu 4X. Donc, on a le modular board, donc voilà, avec ces plateaux ici. Hein, et on a ici le accessoire de jeu. Donc, je ne joue pas à Sight, mais ce sont deux nouveaux plateaux anciens qui reviennent en stock en fait. Voilà, voilà. Et un dernier retour en stock.
Et on send, j'ai pris le Guerre éternelle. C'est celui-là qui est revenu en stock. Oui, la feinte. En fait, ça, c'est la première boîte. Ça, c'est la deuxième boîte. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Hein. C'est des boîtes de base. Mais celle-là, elle était pas en rupture. Et celle-là, elle était en rupture. Et maintenant, elle est plus en rupture. Vous m'avez suivi, c'était très clair. Bon, elle est de retour. Voilà. Et on a oublié de le dire en début de vidéo. Mais restez bien parce que là, on va vous présenter un jeu vachement beau. Et avec ma discipline favorite de tous les temps, du tir à l'arc. Donc, on va vous présenter Kyudo. À toutes. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Kyudo, la voie de l'arc, un jeu de Bruno Cathala, Ludovic Maublanc et illustré par Camille Chaussy. Un jeu donc pour 2 à 4 personnes à partir de 7 ans et pour des parties de environ une demi-heure. C'est un jeu de roll and fight. Mais qu'est-ce que c'est que le roll and fight? Eh bien c'est un terme inventé pour dire le roll and ride avec une forte interaction, on va se bagarrer. Et ici dans eh bien, des combats d'une grande élégance puisqu'il s'agit de duels d'archerie en tirant sur une cible. Quel est le but du jeu? Il est très simple. Vous devez compléter votre cible et donc aller compléter les différentes couleurs. Hein. C'est un jeu de cases à cocher, donc il y a des cases à cocher dans chacune des couleurs. Et dès lors que votre cible est pleine, eh bien, on va regarder ici le nombre de spectateurs que vous possédez. En début de partie, vous en possédez 20. Si jamais, au moment où votre cible est pleine, si votre cible est complètement cochée, si vous êtes le joueur avec le plus de spectateurs encore, eh bien vous gagnez la partie. Sinon, ben, il faudra attendre que vous soyez le joueur avec le plus de spectateurs, donc faire baisser les spectateurs des autres joueurs. Eh bien oui, parce que lorsque vous complétez une couleur, admettons je complète le orange et que vous devriez à nouveau cocher cette couleur, eh bien cela va faire perdre des spectateurs aux autres joueurs. Et c'est donc là le cœur de l'interaction entre les joueurs. Eh bien je vais vous expliquer un petit peu comment on va aller cocher tout ça, c'est très simple. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je reçois les 4 dés. Je vais les jeter. Là, je vais tricher parce que sinon ça va durer les heures et je vais faire le petit exemple. On peut avoir différentes configurations. Déjà, je vous montre les dés. Sur chaque dé, il y a une flèche et il y a eh bien, les 5 couleurs de la cible. Si j'arrive à avoir, eh bien, par exemple, tac, on va faire comme ceci, cette configuration, je vais pouvoir aller mettre 2 flèches dans le rose. Et il me reste un dé qui ne sert à rien. Ou alors, je pourrais faire, si j'avais ceci, une flèche dans le rose et une flèche dans le orange. Ok? J'espère que vous suivez. Et si j'arrive à faire ceci, je vais faire 3 flèches dans le rose. Autre possibilité, si j'arrive à avoir au moins 2 dés de la même couleur, je vais pouvoir aller cocher dans les drapeaux des coups spéciaux. Donc par exemple, si j'obtiens ceci, je peux choisir d'aller mettre 2 flèches dans le rose en faisant ceci, ou d'aller activer 2 coches dans le drapeau des coups exceptionnels rose. Des drapeaux des coups exceptionnels, il y en a bien sûr 5 de chacune des couleurs. Ils ont des emplacements à chacun de leur coin. Lorsque je remplis un coin d'un drapeau des coups exceptionnels, je vais pouvoir faire le coup exceptionnel correspondant. Nous avons donc le noir ici qui me permet de faire 2 coches dans des emplacements libres, là où je le souhaite. Le bleu fera pareil, mais avec une coche dans un emplacement de mon choix. Nous avons ici le orange qui me permet d'aller récupérer ce petit jeton. Des jetons, il y en a autant que le nombre de joueurs, moins 1. Tant qu'il y a des jetons au centre de la table, je peux les prendre au centre de la table. Si jamais c'est pris par un autre joueur, bien je vais aller piquer au joueur de mon choix. Ce jeton, lorsque je pourrais faire perdre des spectateurs à un autre joueur, je peux l'utiliser pour remplacer le nombre de spectateurs par flèche par 4. Parce que je vous explique rapidement, suivant la couleur, pour chaque flèche que vous devriez mettre dans cette couleur qui a déjà été cochée, hein, eh bien vous allez faire perdre un nombre de spectateurs qui est inscrit sur la couleur. Donc le rose c'est le 3, puis 2 bleus, 2 verts, 1 orange, 1 noir, et bien là, ici vous ferez perdre 4. Tout simplement, vous remplacez la valeur. Avec le drapeau des coups exceptionnels vert, vous allez pouvoir vous protéger de une perte de spectateurs, peu importe la valeur du nombre de spectateurs que vous allez perdre. Et pour terminer, avec le rose, vous allez prendre ce jeton qui se dépense également, hein, tous les jetons se dépensent pour bénéficier de leur effet, et vous allez pouvoir placer un dé sur la face de votre choix. Je récapitule donc, vous allez pouvoir faire des combinaisons de flèches et de couleurs pour aller faire des coches, vous allez pouvoir faire des combinaisons de couleurs pour aller faire des coches plutôt sur les drapeaux des coups exceptionnels, mais il y a d'autres possibilités, vous allez pouvoir faire, et ça c'est pas facile, 4 flèches pour faire perdre 4 spectateurs à tous les autres joueurs, ou alors vous allez pouvoir réussir à faire les 4 couleurs, enfin
il y a 5 couleurs, mais du moins 4 couleurs différentes. Et là, ça va activer le pouvoir de votre personnage. Des personnages, il y en a 4. On va les choisir en début de partie. Ils ont chacun un pouvoir bien spécifique. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai les découvrir. Nous avons déjà donc pas mal joué à Kyudo et je dois avouer que personnellement, j'ai vraiment apprécié parce que c'est un roll and write avec vraiment une forte interaction entre les joueurs. Les tours des autres joueurs vont susciter tout l'intérêt des joueurs autour de la table. Quand c'est pas son tour, on ne s'ennuie absolument jamais. Plus il y aura de joueurs autour de la table, mieux ce sera. Donc 3-4 joueurs, il y a vraiment énormément de tension et d'émotion autour de la table. Et puis surtout, c'est un jeu qui est magnifiquement édité puisque nous avons les dés un petit peu texturés, très agréables à manipuler. Ces jetons que vous avez vus qui sont en plexiglas, qui sont aussi, je trouve, très appréciables à voir sur la table. La piste de dés qui est inclue dans la boîte de jeu, c'est une piste de dés offline puisque c'est un jeu offline. Ce sont des pistes de dés d'une très bonne qualité et surtout pour les 5000 premières boîtes, une piste numérotée. Nous avons la 827 et les petites illustrations dans les cibles dans votre piste de dés sont uniques. Et pour terminer, le petit tissu pour ranger les dés, les petits jetons en plexiglas, etc. Donc vraiment un souci du détail très agréable. Kyudo, la voie de l'arc, ça arrive fin mai, en tout cas on espère, nous on l'attend de pied ferme. C'est la fin de ce focus, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.